Les chemins de sa vie vers le repos éternel continuent. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous parlons de feu le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui et ce soir particulièrement, tous nos regards sont tournés vers la cathédrale Saint-Paul du Plateau, où prières, chants, dévotions seront faits en l'honneur de l'illustre disparu. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Talk. On démarre maintenant. Et ce soir, pour en parler, pour nous aider à décrypter toute cette actualité qui est quelque peu sombre, nous avons donc le président, le porte-parole du PDCI-RDA, M. Soumaïla Brendoumi. Bonsoir, Bonsoir, monsieur madame. le porte-parole. Yako, merci beaucoup. comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yako à nous. Merci beaucoup. Et Yako à la famille, Yako au PDCI, Yako à toute la Côte d'Ivoire. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir à bonsoir. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, toutes nos condoléances à toute la famille du PDCI-RDA, à M. Brendoumi également. Depuis dimanche, les corps constitués, le gouvernement, les hommes politiques, les partis politiques se sont donc succédés chez lui à la maison pour dire Yako à la famille. Aujourd'hui démarre donc l'éveillé officiel et notre regard est tourné vers la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Quel regard avez-vous de ces 3 jours passés? Merci madame, merci monsieur. Je pense que la première chose, c'est que le président du parti m'a chargé de remercier l'AFTV pour l'intérêt qu'il porte et sur le regard qu'il porte sur le président Henri Konan Bédié, de par vos émissions, de par vos logos, tout ce qui apparaît sur votre écran quand on parle du PDCI-RDA, de son chef. Et donc vraiment, nous avons été très sensibles, des propos très aimables, touchants sont passés sur cette tribune à l'endroit du PDCI-RDA et de son chef. Merci beaucoup au nom de toute la famille du PDCI-RDA et de la famille du président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, depuis donc dimanche, nous sommes rentrés dans la phase des obsèques. Le président est mort depuis le 1er août 2023, mais nous sommes rentrés dans la phase des obsèques. Donc depuis le 19, les condoléances ont eu lieu et se sont achevées hier. Aujourd'hui, nous commençons une étape importante. Vous savez, le président Henri Konan Bédié était un homme pieux, un homme croyant. Et donc, il a tout confié avec. Sa tolérance et sa résilience ont puisé de leurs ressources, de sa croyance et de sa foi en Dieu. Ce qu'on est en train de faire, comme le dit toutes les religions révélées, quand la personne meurt, ce qui lui revient, c'est les prières. Ce que nous faisons après du domaine des hommes. Donc, voilà, merci beaucoup. Avant donc de continuer, de revenir à la question, je voudrais rappeler donc aux téléspectateurs et vous informer que nous avons Isabelle Vauvor qui est en immersion en ce moment même au plateau, à la cathédrale, avec qui nous serons en duplex. On espère que la technique le permettra pour avoir un peu le pouls de la situation sur le terrain. Revenons à ce qui s'est passé donc ces 3 jours. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en tant que personne proche de celui qui est parti, de la famille? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Et s'il était là, qu'aurait-il aimé? Le président Bédié, de par ce qui se passe, est certainement l'homme qui fait l'unanimité en ta qualité d'homme politique, d'homme social et de quelqu'un qui aimait véritablement la nation. Quand on a vu, on n'a pas pu permettre à tout le monde de présenter les condoléances. Le protocole a dû à un moment donné accélérer ou limiter certaines choses. Et nous avons vu la société civile, les religieux, le corps de la partie économique, les hommes politiques, tous sont passés, pratiquement toutes les institutions, et cela dénote de ce que Bédié a été. Comme on le dit souvent, comme le philosophe dit, les personnes de la personne de Bédié étaient multiples dans sa personne. C'est très fort ça, les personnes de la personne de Bédié étaient multiples dans sa personne. Explication. Cela veut dire que le président Bédié avait plusieurs dimensions. D'abord, quelqu'un du terroir. Il est né du terroir. C'est quelqu'un donc qui a constitué une famille. Donc on a vu tout ce qui est famille, ses liaisons, ses beaux-parents, ses alliés. En plus de ça, il a fait une carrière diplomatique. Cela a amené donc toutes les missions diplomatiques à se sentir concernées. Les anciens diplomates comme les nouveaux diplomates à se sentir concernés. Il a été un élu local, un maire. Donc de ce fait, tout le monde, tous ceux qui ont géré les biens locaux se sentent concernés par lui parce qu'il a été parmi les pionniers. Il a été un député. Donc, non pas seulement un simple député comme Brendoumi, il a été un député, président de l'Assemblée nationale. Donc,
tout le monde parlementaire s'est concerné. Il a été un président de la République, donc toute la nation. Donc ces dimensions ont fait qu'il a agi et ça a eu un impact partout. Les footballeurs sont passés, les plus célèbres comme Didier Drogba sont passés, les hommes politiques. Et ce qui a marqué le plus, qui a été le plus émotionnel, c'était les handicapés. Ah. Ils sont passés hier, tout le monde a versé les larmes. Pourquoi selon vous? Parce que le président Bédié, à travers sa femme, a été le premier homme politique à mettre une attention particulière sur le monde des handicapés. Et il a fait ça par 2 actes. Son épouse, qui était toujours derrière, lui a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour les handicapés. Et les handicapés de Côte d'Ivoire ont eu un acte que le président Bédié a posé, d'abord une loi d'orientation sur les personnes handicapées, en 98, je crois. Et en plus de ça, il a été marqué par un acte signature d'un décret qui permet que tous les concours de la fonction publique donnent un quota à la femme. Et hier, les handicapés sont passés, dans toute forme d'handicapés, aveugles, sourds, handicapés, tous, et ils sont passés et ils étaient en pleurs avec leur maman à travers Servir. Et cela, il fallait être autre chose pour ne pas verser les larmes. Et non seulement ça, leur discours de leur porte-parole, qui a estimé que grâce à Bédié, aujourd'hui, près de 2500 handicapés sont dans la fonction publique. Donc ça, c'était méconnu. Hein. C'était méconnu. Et il a été un homme économique. La Chambre de commerce et d'industrie, les PME, et même la Bourse des valeurs nous a dit que c'est Bédié, le président Bédié, qui a fait qu'on a eu la BRVM et la BVA. Et même au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, il était directeur. En plus. Donc c'est là qu'on découvre la multiplicité des dimensions du président Henri Konan Bédié. Nous-mêmes qui étions proches de lui, on le savait, mais on ne savait pas que ceux qui ont été bénéficiaires le sentent. Et on a vu une colonne de cadres qui ont réussi parce que le président Bédié les a pris en charge, personnellement. Donc ça, cette dimension d'homme. Et les politiciens ont reconnu que de tout ce qu'on a fait, on dit Bédié, c'était un patriote. Nationaliste. Non, je préfère le mot patriote. Et vous l'avez senti dans les visites, vous avez senti cela? J'ai senti dans les visites. C'est vrai que quand les hommes meurent, on parle de leur bien. C'est ça. Mais je pense que les mots aussi traduisent la sincérité. Tout à fait. Et si on peut continuer, je veux dire qu'il y a un homme politique qui m'a particulièrement marqué. C'est qui? C'est le président du FPI, Afin Guessan. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait, oui? D'abord qu'il était dans un espace géographique proche du président Bédié. Tout à fait. Le Moronou et le Ifou faisaient tous partie de ce qu'on appelle le Zinkoumou avant. Donc à ce niveau-là, mais vous savez que le FPI a été le parti qui a le plus combattu initialement, le premier, le président. Mais ils ont conduit que le président Bédié a ouvert l'espace du dialogue avec le parti politique. Il a été quelqu'un qui a été résilient. Il a été, je ne dirais pas inoffensif, mais il ne s'est pas mis en tête comme il faut, qu'il fallait détruire l'adversaire. Et le président Bédié a construit ce pays à partir de tout le parcours que je viens de vous dire. Il a laissé des traces. Du point de vue économique, le président Bédié a été le premier à penser que les Ivoiriens devaient s'intéresser dans le circuit du commerce. C'est ça. Exactement. Parce que, et c'est ce qu'il a mis, les Agripap, les prochaines parts. Parce que c'est notre faiblesse. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut être xénophobe, mais on constate aujourd'hui que les Ivoiriens sont très peu dans le secteur du commerce. C'est le président Bédié qui a estimé qu'il fallait créer un tissu de PME. Et les PME ont dit qu'un pays ne se développe véritablement que par avec un secteur privé fort, mais surtout les petites et moyennes entreprises bien structurées. Et le président Bédié a été un des pionniers de la diplomatie ivoirienne. En 62, déjà, très jeune, il était déjà diplomate, ambassadeur plénipotentiaire aux États-Unis d'Amérique, avec son ami Hussein Rassouen. Donc la diplomatie, c'est le visage et la parole de la Côte d'Ivoire à l'extérieur pour négocier. Il a été, on le dit souvent moins, mais que quand il a quitté le ministère de l'économie et des finances, il a été à la Banque mondiale comme conseiller spécial de Marc Mamara. Donc c'est quelqu'un aussi qui a une dimension des instances internationales économiques. Donc pendant ces 3 jours, au fur et à mesure que ces personnes-là passaient, on se rappelait les dimensions de l'homme et les positions qu'il a occupées. Constituantise. C'est-à-dire en anglais, on voit que chaque ville c'est un pan de l'effet de Bédié. Exactement. Daouda, vous avez une question. Merci beaucoup. Je pense qu'on est en train de rentrer dans l'aspect personnel et le caractère d'Henri Konan Bédié. Pour vous qui le côtoyez pratiquement tous les jours, quels étaient les traits de personnalité qui ont aidé Bédié à devenir un leader charismatique et influent en Côte d'Ivoire? D'abord, c'était quelqu'un qui était un érudit, un très grand intellectuel.
Bédié était un très grand intellectuel. Il lisait beaucoup, il avait une belle plume, et puis il était accueillant. C'est pour ça qu'il a écrit après, Voilà, finalement. il était accueillant. Quel que soit le sentiment que le président Bédié a à vous, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas percevoir quand vous allez le voir. Parce qu'il mettait les relations humaines au-dessus de tout ce qui peut être conflit. Ça, c'est un. De deux, le président Bédié était très discret dans l'expression de ses sentiments et des choses. Mais il écoutait beaucoup. Et il accueillait beaucoup. Il était très, je ne dis pas sentimental, mais c'est quelqu'un qui avait un cœur pour servir. Et une fois, j'étais avec lui, les gens sont venus le voir et après, il a donné de l'argent. Et j'ai dit, Monsieur le Président, mais donnez-moi l'argent, toi, tu n'en as pas besoin. J'ai dit, mais Monsieur le Président, votre argent que vous donnez, ça donne du bonheur. Et il m'a donné des billets de 1000 francs, les billets euros là. Je l'ai mis quelquefois à la maison, avant-hier, je les ai retrouvés. Et je me suis dit que j'ai encore le bonheur de Bédié avec moi. Ah, vous n'avez pas utilisé en fait cet argent. Je n'ai pas utilisé en fait. Donc, voyez-vous, c'était quelqu'un qui avait la main facile. Et puis, il aimait beaucoup la terre. Tout ce qui est de l'agriculture et de la terre, le président Bédié en raffolait. Comme le président Houphouët-Boigny. D'ailleurs. Et vous avez vu, il a une photo chez lui à Daoukro, où il était dans un champ avec le président Houphouët. Et le président Houphouët lui indiquait certains endroits. Et il aimait ça. Il avait cette même photo à Daoukro partout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait la terre. Et l'agriculture ivoirienne a été façonnée et influencée par le président Henri Konan Bédié. J'en avais parlé ici, en tant que ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui a estimé qu'il fallait diversifier notre agriculture. C'est lui qui avait estimé qu'une agriculture devait être transformée. Et donc, il a mis en place, on a mis en place les seaux de sucre, etc., pour transformer une partie de nos matières premières. On aurait pu exporter la canne broyée, mais on l'a transformée ici. Et c'est un des secteurs pour lesquels nous produisons jusqu'à la fin. C'est le président Henri Konan Bédié qui a mis en place les grands plans palmiers. Oui. Et les grands plans palmiers aujourd'hui, c'est une des structures, une des spéculations filières où nous transformons pratiquement tout en Côte d'Ivoire, le palmier, y compris les rebus, y compris même les rafles qu'on utilise comme source d'énergie. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a façonné, mais à la limite, voyez-vous, il me disait souvent qu'il a été mal compris. Pourquoi, selon vous, disait-il cela? Parce qu'on a confondu l'œuvre de l'homme et les ambitions. C'est-à-dire? Quand vous êtes dans une famille et que vous ne voyez pas l'intérêt collectif et que vous voyez que moi, je dois forcément être celui qui amène le bonheur, vous risquez à ne pas avoir ce bonheur. Et je pense que le président Bédié a été incompris. Incompris même quand il était ministre de l'économie et des finances. Il me l'a expliqué. Quand il a fait les grands complexes sucriers, vous rappelez-vous, les développements, à un moment donné, il avait des conflits de positionnement et le président Houphouët était obligé de le mettre à côté, en protection. Très bien. Voilà. Hermanou ou Daouda? Non, rapidement, Herman. C'est pas une question, si vous voulez. Non, je vais faire juste une question. Rapidement, voilà. Daouda. Rapidement. Puisque on sait qu'Henri Konan Bédié, c'était un politicien redoutable, qu'on le veuille ou non. Et comme toujours, vous aussi, c'est vous qui côtoyez. Vous êtes les lieutenants de Bédié, il y a d'autres lieutenants de d'autres partis politiques. Comment est-ce que M. Henri Konan Bédié était perçu par ses collègues, ses lieutenants comme vous, et ses adversaires politiques? D'abord, il faut rappeler, les gens ne le disent pas souvent, j'ai été le dernier porte-parole du président Henri Konan Bédié. Le dernier porte-parole. Le plus prolixe, oui. Disons-le. Non, parce qu'il m'avait donné une mission. Laquelle? Celle de rendre le PDCI visible. Il m'a dit, quand il m'a appelé, d'abord, il m'a nommé porte-parole, je l'ai découvert le lendemain de ma nomination. Il ne m'a pas consulté, il ne m'a rien dit. Et le lendemain, il sort la note, je vois que je suis porte-parole. Et vous avez accepté? Non, mais... Et puis je vais le voir, je lui dis, Monsieur le Président, mais vous m'avez donné mon nommé porte-parole, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il dit, je veux que tu donnes une visibilité beaucoup plus marquante du PDCI-RDA. Qu'à un moment donné, je vois que le PDCI-RDA, c'est devenu la routine. Et comme toi, tu as un contenu technique, il faut seulement l'habiller pour qu'on sache le bilan que nous avons fait en tant que parti politique et puis qu'est-ce que nous voulons. Je serai là pour t'encadrer. Et je le rencontrais pratiquement au moins une fois par semaine. Même quand il était à Daoukro, j'étais obligé de faire chaque fois le retour, aller-retour à Daoukro, au moins une fois par semaine. Donc, quand j'ai eu cette mission, j'ai donc proposé quelque chose au président. Il a dit, vas-y, mais il y a deux domaines pour lesquels il faudrait strictement avoir mon avis avant d'intervenir. Lesquels? La sécurité intérieure et les affaires étrangères et les affaires extérieures. C'est-à-dire, quand il y a un problème de sécurité, si tu dois intervenir ça en cas exceptionnel, et ce sera par écrit et j'aurai validé. Parce que j'ai été chef de l'État, je sais que la sécurité intérieure est importante. Tout à fait. La deuxième chose, c'est les affaires étrangères. Nos relations avec à l'extérieur
relève strictement de la souveraineté du chef de l'État. Il faut faire très attention. Et vous avez remarqué quand il y a eu les 46 soldats, madame, 49. Oui. 49 soldats. Tous les partis ont parlé, le PDCI-RDA n'avait jamais fait une déclaration. Et j'ai dit que le président Bédié nous disait qu'il fallait passer par la diplomatie et la, comment on appelle, La négociation. la négociation. Ouais. C'est tout ce que j'avais dit. Et la discrétion. Qu'on peut gagner beaucoup de choses dans la discrétion. Et je peux vous assurer que le président Bédié a fait beaucoup de suggestions dans la discrétion. Et à la fin, il a eu raison. Très bien. Herman. Moi, c'est une contribution que je voulais faire. Tout à l'heure, M. Bredoumi a soulevé, a insisté sur le caractère social de l'homme, l'aide qu'il apportait, le soutien qu'il apportait à certains. Bon, il le dit parce que ce sont certainement des personnalités aujourd'hui qui sont devenues des grands cadres. C'est ça. Mais il se disait jusqu'à ce que le président Bédié décède, au niveau de Daoukro et ailleurs, c'est des familles qui étaient carrément en pleurs parce que le soutien financier de leurs enfants qui était pris en charge par le président Bédié venait d'être coupé. Comment est-ce que cette problématique-là des familles était soutenue par le président Bédié. Oui. Maintenant, l'homme de foi dont il a parlé, effectivement, nous qui sommes catholiques, lorsque souvent, même on va à Saint-Jean, vous allez voir le président Bédié, qui n'est plus infidèle parmi tant d'autres, avec nous dans l'enceinte de l'Église, pour dire que malgré les charges qu'il avait en tant qu'homme d'État et autres, tant qu'il avait, il pouvait se dégager un petit temps, il partait se recueillir avec ses frères fidèles catholiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la cathédrale où aujourd'hui on le fait la veillée, ça a tout son sens. C'est vraiment, après la réception des condoléances, c'est vraiment la première étape, parce que comme Oufoué, le président Bédié était très attaché, comme on le dit, fervent homme de foi, fervent catholique. Très bien. Barry, mais j'aimerais qu'on puisse réagir avec l'honorable sur la visite. Hier, le président est passé saluer la veuve. On a aussi eu donc, le président Gbagbo qui est passé. Quelques réactions là-dessus? Non, mais je pense que le chef de l'État a été le tout premier à la mort. Hier, il n'est pas allé, mais tout son cabinet était là. Tout son cabinet était là. Et les autres présidents, mais je pense que le président... Il a toujours été là. Il a toujours été là et il donnera un cachet solennel à l'hommage au palais et peut-être, il ne sait pas encore, après Presso pour les derniers hommages. Mais vous savez, les rapports entre le président de la République et le président Bédié, c'est des rapports que les deux seuls savent. Au-delà de la politique. Au-delà de la politique, les deux seuls savent. Parce que ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, ça a commencé depuis Washington. Depuis Washington. Donc, ce n'est pas des choses pour lesquelles... Mais il y a une dimension souvent qu'on oublie du président Henri Koné. C'était quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille et à sa femme. Ça, justement, on en parlait la dernière fois. Voilà. Il était beaucoup attaché. 65 ans de mariage légal. Quel a été le secret, selon vous, de leur union? Moi, j'ai 42 ans de mariage légal. C'est l'amour. Donc, je pense que c'est d'abord la tolérance. Le président Bédié était un homme tolérant. Il n'est pas rancunieux, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est aussi le fait que le président Bédié, il a pris son épouse très tôt. Très jeune. Très jeune. Et il a compris à un moment donné Et puis ça aide aussi d'être beaucoup loin de la défeuse avec son épouse. Moi aussi, j'ai eu loin, j'ai fait passer mes études aux États-Unis avec mon épouse. Ça crée des liens qui ne sont pas, disons pas, qui sont pas torréfiés ou mais par l'environnement social que nous avons en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc ça fait que ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est que le président Bédié, c'était quelqu'un qui était conservateur dans ses relations. Quand il est avec toi, pour qu'il se sépare de toi, c'est que vraiment toi-même tu es parti. Bon, donc, le fait que quand vous regardez son regard avec son épouse, vous savez que c'était quelqu'un qui aimait, c'était un bon dragueur. Franchement. mais y a avec cette belle image que nous avons regardée, honorable. Et c'était aussi, vous savez, une fois on était à table, c'était l'anniversaire de son épouse, il nous a fait tous danser. Il a même dit à quelle heure son épouse est née, etc., etc. Et il a dit, moi je m'appelle Henri parce qu'elle s'appelle Henriette. Non, son nom de baptême, c'est Aimé. C'est Aimé. Voilà. Donc, voyez-vous, son amour allait jusqu'à même s'intégrer dans la dénomination de son épouse. Et son épouse aussi l'aimait beaucoup. Et souvent, elle disait, quand j'étais avec elle, parce que moi, j'ai eu la chance d'être en même temps proche du mari et de l'épouse. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Alors justement, parlons de leur amour et de la discrétion qui a entouré donc la vie de ce couple-là.
on décline ça sur leurs enfants. Oui. Leurs enfants se sont tenus loin de la chose politique, de la chose peut-être publique même, j'allais dire. Quel a été le secret? C'était le père qui le voulait ou ils ont juste allé dans le sens de l'éducation voulue ou ce qu'ils ont perçu de leur papa? Contrairement à ce que les gens pensent, pour ce que je sais, son épouse n'aimait pas trop qu'on envahisse l'environnement politique de son mari. Ça aussi, c'est important. Elle ne voulait pas que la famille envahisse l'environnement politique, qu'on le laisse travailler, qu'on le laisse. Et le président Bédi, à un moment donné, consacrait beaucoup plus de temps au travail. Mais quand il est chez lui, alors là, il est avec sa famille. Ah, d'accord. Il est avec sa famille. Et il a des moments de retrouvailles avec ses enfants, ses petits-enfants. Et quand il a un amour pour toi, il est capable de t'appeler à 23 h pour dire comment la journée s'est passée. Et quand j'étais candidat à la députation, il m'a dit, tu n'as pas besoin d'être député pour que moi je te responsabilise. Mais si tu vois que tu échoues, alors ça va être un handicap pour moi. J'ai dit, Monsieur le Président, si je ne suis pas candidat aussi, on m'a dit que je ne suis pas un élu. Et quand j'étais allé faire campagne, le dernier jour de campagne, 16 heures étant donné, c'est son épouse qui m'a appelé. Pour dire, mon fils, comment ça se passe là-bas? Les gens nous effraient, disent que tu vas échouer. J'ai dit, tanti, attendons la fin. Très bien. Et le lendemain, quand on a voté, à 21h15, le président Bédi m'appelle pour dire quels sont les résultats. J'ai dit, président, on vient de déclarer, je suis heureux. Il a dit, vraiment, je vais aller au lit. Voyez-vous comment quelqu'un est attaché à toi, il s'occupe de tes détails. Et le président s'occupait 10 fois plus de la vie de son épouse que ça. Très bien. Il faut rappeler que nous avons des images donc, de la cathédrale qui commencent à se remplir. Assurément, la messe va commencer dans quelques instants. Les invités, les dignitaires, les membres du PDC-RDA, tous ceux qui aiment donc, le président Bédié sont là-bas pour lui rendre hommage. Barry avait une question. Alors, honorable, vous avez bien parlé de la vie du président Bédié. Vous avez expliqué toutes les facettes de Washington chez M. McNamara. En passant par le ministère de l'économie et des finances, l'Assemblée nationale, on ne va pas revenir sur tout. Mais je veux dire que le PDCI, votre parti, depuis sa création, a connu deux grandes figures emblématiques qui sont le président Félix Faure-Boigny et le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, nous qui sommes contemporains, parce que le président Houphouët, c'est pratiquement, nous on essaie vers la fin de sa vie. D'accord, Donc, je veux dire, quel est l'héritage que vous pouvez, par exemple, expliquer aux jeunes, l'héritage du président Bédié au niveau du PDCI et au niveau de la Côte d'Ivoire? Et comment vous comptez-vous perpétuer cet héritage-là? C'est une question peut-être assez large, mais oui, non, c'est important. C'est même le sens même de ce qu'on fait. Quand quelqu'un est un grand homme comme Bédié, à sa disparition, il ne faut pas que tout disparaisse. C'est ça. Donc, la première chose, le président Bédié a montré qu'il faut aimer son pays, qu'il faut mettre toujours l'intérêt du pays au-dessus. Pourquoi? Il a eu beaucoup de chocs, mais le président Bédié n'a jamais voulu, il n'aimait pas la violence. Chaque fois que vous êtes en train de mettre une stratégie, s'il faut forcer, le président Bédié se rétracte. Se rétracte. Parce qu'il craint le sang. Un homme de paix. Un homme de paix. Ça, c'est vraiment le mot, l'homme de paix. La deuxième chose qu'il faut faire, le président Bédié était un homme qui aimait apprendre. Donc, il faut que la jeunesse sache que, quel que soit ce que tu fais, tu te construis toi-même en apprenant. C'est ça. Et le président Bédié a eu un circuit de Bokanda, où il a fait l'école primaire, en passant par Djigoulou, Dabou, Poitiers, puis, etc. C'est quelqu'un qui a été brillant. D'ailleurs, à Dabou, on l'appelait l'empereur. Donc, on l'appelait l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui a appris à faire une carrière. D'abord, c'est un bon juriste. Les gens pensent, avant de devenir économiste, le président Bédié était un juriste. Donc, ça, c'est ce qu'il faut que les jeunes... Quel que soit, on ne vient pas en politique par déchet ou bien par défaut. Il faut venir en politique avec un contenu. Une vision. Une vision. Quand on est un artiste, si on est footballeur, il faut être un bon footballeur avant de venir en politique. Très bien. Voilà. Donc, il y avait ça. Deuxième chose qu'il faut... La politique, c'est la résilience. Les échecs font partie du parcours, mais il ne faut jamais abandonner. Le président Bédié n'a jamais abandonné. Ce sont ces valeurs qui déterminent aujourd'hui le PDCI. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le PDCI est là. Et il faut savoir adapter les choses par rapport au temps. Vous avez... je m'excuse, mais le président Bédié, il a été pendant plus de 30 ans à la tête du PDCI. Il a gardé un ossature, mais il a toujours tourné autour de la statue. Il injecte chaque fois des nouvelles personnes. Et s'il y avait eu le congrès le 19, il m'avait dit qu'il allait injecter quelques jeunes pour fermer un trio qu'il préparait pour 2025. Écoutons Maryse Komoé. Alors, vous parliez de valeurs tantôt. Valeurs politiques enseignées donc à l'ensemble des cadres du parti qu'il a dirigé
après la disparition tragique du président Houphouët. Aujourd'hui, au niveau familial, quelle valeur, vous qui êtes le porte-parole de l'homme, qui avez été, pardon, le dernier porte-parole de l'homme, qu'il avait autant côtoyé comme vous le soulignez, quelle est la valeur que le président Bédié laisse véritablement à sa famille et plus particulièrement à ses enfants? L'amour. Le président Bédié ne s'est jamais soucié, en tout cas, ne m'a jamais partagé pour dire, quand il ne serait pas là un jour, mes enfants, comment ils vont manger, il a dit, il faut qu'ils s'aiment. Et il m'a dit autre chose. Souvent, il me posait la question sur mes enfants. Tes enfants, est-ce que tu les formes bien? C'est le seul héritage que tu peux leur laisser. C'était important pour lui, le fait que ses enfants puissent s'aimer entre eux. S'aimer et qu'ils soient bien formés. Pourquoi c'était important pour lui? L'amour, parce que... Entre les enfants. Hein? L'amour, parce que ça donne l'union. L'union, ça fait la force. L'union, ça contribue au partage des soucis et des bonheurs. C'est ça. La formation, c'est l'arme de bataille. Quel que soit ce que vous faites, il faut vous former. Donc, moi aussi, étant produit, j'ai transmis ça à mes enfants, en disant, mes enfants, soyez unis. Parce qu'un jour, je ne serai pas là. C'est ça. Et que quand je ne serai pas là, vous ne pouvez pas réussir seul. Il faut que vous soyez en union. Et vous allez laisser un héritage matériel ou moral. Il faut que les enfants puissent en prendre charge. Et cela, c'est dans l'union. Est-ce que ces valeurs-là ont été assez communiquées à la nation? Le président Bédié a communiqué ce qu'il pouvait le faire. Ça, nous, comme le président Houphouët avait dit, de prendre le relais, qu'il y a deux personnages qui n'ont jamais écrit un livre, même pas une ligne, c'est Jésus et Mohamed, oui. Mais les disciples ont transmis. Très bien. C'est même chose, nous, bédiéistes, on doit pouvoir transmettre cela. Et le président Bédié m'a dit une fois, j'ai dit, monsieur le président, on parle de fautisme, nous on est autour de toi, comment on définirait le bédiéisme? Il m'a dit, le bédiéisme, c'est chacun sa chance. Quand tu es avec les, il faut toujours donner la chance à chacun. Le bédiéisme, c'est chacun sa chance. Très bien, Daouda. Merci beaucoup, honorable Bredoumi. On sait que M. Henri Konan Bédié a connu beaucoup de défis lors de sa mandature, ses 6 ans de mandature. Je le disais ici la semaine passée, il ne s'est jamais apitoyé sur son sort. Est-ce que vous pouvez revenir sur la vie de l'homme et les défis qu'il a eu à traverser durant sa prise de pouvoir jusqu'à la perte de son pouvoir, jusqu'à ce qu'il décède aujourd'hui? Non, il a fait face à plusieurs défis. D'abord dans sa vie, vous savez, naître à Dadiessou, à Prepresso, aller à l'école primaire à Bokanda, repartir vers Gigolo, de l'autre côté pratiquement de la Côte d'Ivoire en son temps, revenir à Dabou, puis à la Poitiers, c'était un défi en son temps. C'était un véritable défi en son temps. On ne connaissait pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était pas développé. Il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. aujourd'hui. Aller à l'école, c'était pas donné à tout le monde dans ce monde-là. C'était un défi. La deuxième chose, le défi d'apprendre, de réussir, d'être parmi les bons. Et quand il est venu, le défi de travailler avec quelqu'un comme Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny était un homme rigoureux, sélectif, et de pouvoir être à ses côtés. Il aimait les ambitieux, mais pas les gens qui bousculaient. Oui, bien sûr. Voilà, que les gens qui bousculaient. Bédié a mérité donc sa place auprès de Houphouët-Boigny. Donc Bédié a su s'adapter aux stratégies de Houphouët. Certains n'ont pas pu réussir cela. À un moment donné, on se laisse aller, et puis après, le président tape là-dessus. Le président Houphouët, je veux dire. Lui, il a réussi à être patient, résilient, attentif, et surtout apprendre. Maintenant, quand il est arrivé au pouvoir, challenge, c'est la question de Daouda. Ouais. Le premier challenge que le président Bédié a eu, c'est d'abord que la loi soit respectée. Parce que la Constitution, l'article 11 en son temps de la Constitution, disait qu'en cas de vacances, la présidente, c'est le président de l'Assemblée nationale qui pleinement termine le mandat. Ça a été le premier défi. Et là, il faut reconnaître que le secrétaire général du PDCI en son temps, père à son âme, Fologo, a joué un rôle important. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait justement? Mais Fologo, malgré tout, a dit que nous, au PDCI, on ne connaît que la Constitution. La même Constitution qui donne le pouvoir aux autres institutions, c'est la même Constitution qui dit qu'il faut que le président de l'Assemblée nationale assure. Nous voulons cette stabilité. Et ça a été le premier défi. Le deuxième défi, c'était un défi d'intoxication. Vous savez que la Côte d'Ivoire était connue comme un pays où il y avait des séparatismes, où il y avait etc. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'effectivement, que Bédié n'était pas celui-là. Et tous les partis politiques qui ont fait ont reconnu à tort. Et je dis que il y a eu une grande émission où le PPACI, le RHDP et le PDCI sont passés à une de vos confrères internationaux. Et tout le monde a reconnu
que cette affaire de dire que Bédié était ségrégationniste, séparatiste, ivoirité, N'était pas le cas. c'était pas vrai. On va donc essayer, honorable, essayons de joindre encore une fois Isabelle Vauvore pour avoir le point de situation du côté de la cathédrale Saint-Paul. Bonsoir à tous, nous sommes à la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui a été inaugurée par le pape Jean-Paul II le 10 août 1985. D'une capacité de 4500 places assises et 1500 places debout. C'est un lieu de recueillement, de communion pour l'ensemble des chrétiens catholiques de la Côte d'Ivoire, mais du monde entier, qui ce soir laisse la place donc à la veillée funéraire du président Henri Konan Bédié. Il faut savoir que le sphinx de Daoukro, comme le surnommait la majorité des Ivoiriens, était un fervent homme de foi, fervent fidèle catholique, qui ne manquait pas la messe du dimanche, et les paroissiens, en tout cas de la cathédrale de Cocody, se souviennent encore de ses présences remarquées à ces assemblées. C'est donc tout naturellement qu'ils sont venus nombreux, ses amis, mais également sa famille politique, le corps diplomatique, pour rendre hommage, avec notamment les autorités du pays, pour rendre hommage à cet illustre disparu, et notamment pour prier pour l'âme de sa disparition. Donc ce soir, on note en tout cas la présence de guides religieux, notamment le père André Nkayo, qui est le curé de la cathédrale Saint-Paul. On note également le père Annie Gori, qui va donc présider, célébrer cette veillée ce soir. On note par ailleurs la présence d'éminentes personnalités, notamment la présidente du Sénat, Kandia Camara, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, et bien d'autres personnalités dont vous aurez les images tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir concrètement, Christelle? Ce soir, lors de cette veillée, c'est essentiellement donc des intentions de prière, des témoignages aussi, le chapelet qui sera récité, des chants d'adoration, des textes de méditation qu'on aura. Il faut savoir que cette veillée de prière sera répliquée donc, dans l'ensemble de toutes les assemblées de chrétiennes, mais également dans certains foyers des populations. Décédées le 1er août 2023, les obsèques du président Henri Konan Bédié ont débuté officiellement le 19 mai et vont se poursuivre jusqu'au 1er juin 2024, comme l'avait annoncé donc la présidence de la République le 11 mars dernier. Merci infiniment Isabelle Vauvore. On se retrouvera assurément pour le journal tout à l'heure. Merci Isabelle, à tout de suite. Réaction rapide sur ce qu'elle vient de dire, les personnalités qui arrivent, l'atmosphère, les prières. Le président était un homme de Dieu. Il a construit une mosquée à Daoukro, il a construit une église à Daoukro. Et là où se trouve la cathédrale, je voulais rappeler que c'était la prison civile. Oui, à l'époque. À l'époque, c'était là que c'était la prison. Et le président Houphouët-Boigny avait estimé. En ce temps, on pensait que c'était le domaine d'Adjamé, en fait. Mais le président Houphouët avait dit que la prison n'était pas bien pour les hommes d'affaires. Et quand on a enlevé, le président a dit, pour ce qui s'est passé, il fallait une œuvre de Dieu pour apaiser un peu. C'est pourquoi que le président a construit cette cathédrale. Pour la jeune génération, c'est pourquoi on a mis une cathédrale à cette place. Une information capitale. Voilà. Très bien. Alors, on revient donc sur... J'ai voulu rebondir. Oui, est-ce qu'il avait terminé son point? Non, j'ai fini. C'est bon. Moi, je ne suis pas totalement satisfait sur le challenge. Il n'est pas très satisfait sur... C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la dimension nationale du président Bédié, sur les challenges, il a demandé les challenges pendant sa on était mandature. donc au challenge. Maintenant, on est arrivé au challenge de la gestion économique. Bien sûr. Et la gestion économique, vous savez que la croissance était affectée par ce qu'on appelle la conjoncture des années 80. Et on a pu reprendre avec le Premier ministre Duncan, on était allé à 8% de croissance. Et l'objectif fixé à Duncan, c'était d'aller à une croissance à 2 chiffres. Malheureusement, le coup d'État l'a arrêté. Donc, économiquement, on avait une bonne croissance. Il avait des grands chantiers économiques, mais il n'a pas pu les réaliser. Il l'a réalisé. Il y avait aussi le tissu social. La réconciliation ne date pas d'aujourd'hui, parce que les divisions en interne qui ont fait que certains ont pensé qu'il fallait appliquer l'article 11, d'autres qu'il ne fallait pas. Le député de chez moi, en son temps, même n'avait refusé qu'on applique l'article 11, a fait que le PDCI RDA a connu une scission qui est arrivée au RDR. C'est ça qui a amené cela. Donc, il fallait donc faire en sorte d'amortir cela. Est-ce qu'il a pu le faire, justement, Varman? Bon, je pense que le président a fait en sorte qu'il y ait un PDCI fort, malgré tout. Très bien, Herman. Moi j'ai une question. Oui. Aujourd'hui, l'homme n'est plus là.
on parle essentiellement de ces points positifs. Est-ce qu'au soir de sa vie, vous qui l'avez côtoyé ces derniers moments, ces dernières semaines, ces derniers mois, est-ce que le président Bédié avait des regrets? Ah oui. Quels sont ces regrets-là? Au niveau politique, c'est son regret de n'avoir pas été compris, d'avoir été trahi. Peut-être le mot est fort, mais quand... De n'avoir pas été compris par qui et trahi par qui? En politique, on parle de la politique. Il a pris des positions politiques pour faire de la Côte d'Ivoire un pays avec une identité. Une identité. Vous savez, quand il y a eu la Coupe d'Afrique tout dernièrement, à un moment très fort où il y avait le doute, il y a quelqu'un qui a fait entonner la Binaise. Contre le Mali. Contre le Mali. Et tout le monde a repris. C'est tel ce que Bédié voulait. Qu'à un moment ou un autre, que les Ivoiriens se retrouvent en quelque chose qui soit ciment de tous. Et c'est ce qu'il a fait. Mais comment on a-t-il... C'est sur la base de quoi, dit-il, qu'il n'a pas été compris? Quels sont les pas été compris? Oui, parce que quand il a énoncé le fait qu'il fallait donner une primauté aux Ivoiriens... L'ivoirité? On a pensé, on a dit que c'était séparatiste. Alors que personne n'a défini véritablement le contenu. C'est quelle définition? Quel contenu il donnait? C'était un contenu culturel. Vous rappelez-vous bien, quand le président Bédié est passé au dialogue national après chose, il a dit le concept culturel, que tous les Ivoiriens de diverses origines devaient se retrouver avec des traits communs. L'amour du pays, les symboles du pays. Quand on parle, tu vas à l'extérieur, que tes amis africains te voient, est-ce que tu m'as envoyé de la Tchéquie? Ça, c'est un symbole du Côte d'Ivoire. Quand tu vas quelque part, ton langage, on dit, toi, tu as un langage ivoirien. C'est ça qu'on n'a pas perçu à l'époque. C'est pas qu'on n'a pas perçu à l'école. Et quand le président Bédié dit, il faut donner la priorité dans le commerce aux Ivoiriens, on n'a pas compris aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes un pays ouvert, mais nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes les Ivoiriens. Et nous sommes dans le pays des Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens doivent être les premiers servis, d'après le président. Servis par leur atmosphère, par leur richesse, par leur environnement, par leur pays. Et il fallait les préparer pour... Sans complexe. Sans complexe. Les préparer pour, techniquement, il faut les former, les préparer pour dans leur esprit et les préparer pour dans leur ensemble, qu'ils comprennent que nous allons ensemble pour quelque chose, une victoire qui doit la victoire de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Très bien. Herman, justement, on va revenir sur les regrets. Il est 41. Voilà, nous sommes à 19h41 minutes. On va partir et on se retrouve juste après. La question est très intéressante. À tout de suite. C'est l'honorable Soumaïla Brindoumi, porte-parole du PDCI, qui nous accompagne depuis 19h. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train de décrypter l'homme. L'homme politique, l'homme de famille, le père de famille, le président du parti du PDCI-RDA. Soumaïla Brindoumi, en tout cas, merci d'être avec nous. Je voudrais également vous rappeler que nous avons eu Isabelle Vauvor, qui est toujours à la cathédrale, qui vous a fait le journal. Mais avant, nous avons fait une immersion avec elle pour avoir le point de situation. Nous revenons dans notre conversation et sur le point des regrets. C'est un homme, vous disiez que c'est un homme que nous n'avons peut-être pas bien compris. Il a été mal perçu, incompris. Herman, vous souhaitez revenir là-dessus? Oui, effectivement, l'incompréhension sur l'ivoirité qui était, selon vous, pour Bédié, comme un concept qui est juste culturel, de rassemblement culturel. Est-ce qu'il y a bien d'autres regrets, lesquels, tout à l'heure, vous évoquez aussi certaines trahisons? Oui, le président Bédié, dans ces derniers moments, en reconstruction le PDCI-RDA, dans l'espoir que le PDCI puisse prendre le pouvoir, il m'a surtout dit qu'il avait regretté d'avoir été, je ne dirais pas trahi, mais d'avoir pas respecté la parole de l'alternance avec le RHDP. C'est-à-dire que le RHDP a été conçu comme un groupement politique. À un moment donné, il était obligé, on voulait le forcer à faire disparaître le PDCI, à le fondre dans un autre mouvement, alors que lui, il a hérité ça du président Oufoué, et que s'il y avait des partis qui devaient se refondre, c'est les partis qui nous ont quittés. Voilà. La deuxième chose, il a dit, nous avons engagé un processus d'alternance politique avec nos alliés naturels qui sont le RDR, et qu'on devait le soutenir en 2010 au deuxième tour, comme on a conclu. En 2015, il a pris sur la responsabilité de décider qu'on n'ait pas de candidat en 2015. Alors que le Congrès avait dit qu'on devait avoir un candidat, on était obligé de repartir en Congrès pour annuler et on a soutenu. En 2020, avant 2020-2018, on dit que non, qu'il n'a jamais été question d'une alternance. Alors que l'appel de Daoukro, justement, a eu un conclave avant la première. Et au conclave, il y avait l'accord qu'en 2020, on devait céder à un cadre
On n'a pas dit Bédié, mais un cadre du PDCIRD. Donc jusqu'à la fin, ce point a été un point de tristesse. Ah, ça, il a été stratégique. J'ai vu quelque part qu'on dit jamais d'alternative. Mais Bédié est mort, moi je suis son témoin. Et c'est aux derniers enfants qui sont auprès du père qui laissent les bons messages. C'est ça. Ce n'est pas à ceux qui l'ont abandonné. D'accord. Ah, okay. C'est une belle transition. Alors, au-delà de tous les ressentiments que vous avez pu constater auprès de ce grand homme d'État, que pensez-vous réellement de sa vision réelle pour la Côte d'Ivoire? Si d'ordinaire, il advenait encore au pouvoir malgré l'âge qu'il avait. Qui? Le président Bédié. Le président avait une vision qui était très simple. Faire de la Côte d'Ivoire un pays où il y a une création de richesses permanente et que la richesse soit partagée. Le président estimait lui-même par les actes qu'il posait qu'on ne peut pas être seul et être heureux, avoir les moyens. C'est d'ailleurs pour lequel il faisait beaucoup d'actes de solidarité. Et il se disait, mais Soumaïla, tu sais, je dépense beaucoup d'argent par jour. Par jour. Pour entretenir le parti? Pour entretenir le parti, entretenir tout ce qu'il fait. Et si je dis cette somme-là, vous n'allez pas croire. Essayez de le dire quand même. Le président Bédié m'a dit qu'il dépensait au moins 5 millions par jour. Pour les militants? Pour les militants, pour ceux qui viennent, etc. Et il avait une liste de personnes, de jeunes pour lesquels il s'occupait. Hein, la liste était présentée et la rue variait entre 200 et 80. Le minimum, c'était 80, pour lesquels il prenait en charge entièrement. D'autres sont à l'extérieur, d'autres sont tout dans, et des veuves qu'il entretenait. Il m'a dit, moi j'ai une plantation à Daoukro. Quand je fais le compte d'exploitation, le compte est négatif parce que je prends tout pour faire du social. Les ignames que vous nous donnez qu'on va semer là-bas, c'est pour, je ne tire rien là-bas, je fais que distribuer aux gens. C'est-à-dire ce monsieur-là, il avait un sens de partage fort. Il bénéficiait de sa rente viagère tout de même. Une rente viagère. Vous savez, quand tu dépenses 5 millions par jour, ce n'est pas 10 millions par mois qui fait que vous pouvez... Il avait 10 millions par mois. En 2 jours, c'est fini. C'est pas ça. Donc l'objectif, c'est que lui-même, le président me dit, créer de la richesse partagée. Donc il voulait que les Ivoiriens ne puissent pas être des mendiants. Naturellement. La deuxième chose, il avait l'envie de montrer après aux Ivoiriens qu'il avait mal compris et que son esprit de rassemblement était intact. Le président m'a dit, voyez-vous, quand j'ai été ministre de l'économie et des finances, mon premier directeur de cabinet, c'était un gars du Nord. Et voilà, un gars du Nord. Donc, il ne pouvait pas penser à ça. Il n'avait pas d'action tribaliste. Il n'avait pas d'action tribaliste. Très bien. Et le président Bédié a vécu avec des familles qui ne sont pas des familles de voyez-vous. Écoutons Barry qui a une question assurément. Alors, monsieur le porte-parole, j'ai 2 questions. La première question, c'est un point concernant la vie du président Bédié, la dimension de l'homme sur le plan social. Vous avez évoqué tout à l'heure que c'était un homme de foi, mais il y a un certain aspect qui n'est pas beaucoup évoqué et c'est un constat personnel. Peut-être que même au niveau du PDCI, vous n'en parlez pas trop. Sa relation avec la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle il serait important de revenir. Et ma deuxième question concerne la diplomatie sous le président Henri Konan Bédié. Sauf erreur de ma part, je crois que c'était en 97 ou 98, il y avait le conflit en Sierra Leone où le président Tidiane Kaba, à l'époque, le sommet avait été organisé à Abidjan, sauf erreur de ma part. Je pense que là aussi, c'est mon point de vue, ce n'est pas trop évoqué par les cadres du PDCI et par un certain nombre de personnes. Le président du COSIM lui a fait un hommage mérité. Voilà. Oui, je pense que vous devez voir, hier, au moment de passage, il y a une forte communauté des Silla de Gagnoa. De Gagnoa, oui. J'ai exposé les soutiens et la vie que le président Bédié avait avec eux. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand le président Bédié est devenu président de la République, une des premières œuvres sociales qu'il a données, c'est de construire une mosquée pour Daoukro. Et il a confié ça à un cadre qui est aujourd'hui au RDR. Et il a soutenu la mosquée du Plateau également. Voilà. Et il a confié entièrement le financement à ce cadre-là qui est aujourd'hui pour dire, tu fais, comme c'est une affaire de Dieu, tu ne te demandes pas de compte. Tu fais. Et la mosquée est là aujourd'hui. Et vous savez, la mosquée du Plateau, on en parle. Mais à autant du président Oufoué, on a estimé que faire une grande mosquée au Plateau n'était pas indiqué. Parce que... Il y a eu ce débat-là. Oui, il y a eu ce débat. Il n'était pas indiqué parce que le Plateau était un centre d'affaires, ça allait créer des problèmes, d'embouteillage, etc., que ce n'était pas indiqué. Et le président, c'est sous le président Bédié qu'il a estimé que les gens priaient sur l'esplanade du plan,
si les gens estiment, ailleurs, on peut le faire. C'est le président Bédié qui a donné son accord. Et il est allé, peut-être les images sont encore là, pour faire la prière de bénédiction pour la mosquée. C'est ça. Donc, de ce point de vue-là, il avait un rapport. Et le président Bédié a perpétué l'œuvre du président Houphouët pour le pèlerinage à la Mecque. À un moment donné, les gens estimaient qu'ils allaient prendre, il y a eu même un peu de chaos. Mais le pèlerinage à la Mecque, pour le PDCI-RDA, c'est parti, l'encadrement est parti d'un monsieur qu'on appelle Moussa Koumara, qui était préfet à Bondoukou. En 1971, le président Houphouët a fait la fête de l'indépendance à Bondoukou. Et ça a tellement réussi parce que ça devait être ailleurs, je ne vais pas dire la ville. Et puis, dans la précipitation, on n'a pas pu le faire, on allait à Bondoukou. Koumara a tellement bien organisé. Et il est venu voir le président. Le président l'a félicité, je vais te donner des vacances à Paris, en France. Il dit non, président, moi, je préfère que vous m'envoyiez à la Mecque. C'est de là que c'est parti? Et il est parti à la Mecque et il a vu qu'ailleurs, ils étaient organisés, sauf la Côte d'Ivoire. Et il est venu, il a dit, monsieur le président, quand on va, on ne sait pas qui est ivoirien, on n'a pas de tenue, les autres sont organisés. Et le président a dit, organisé. Et on a organisé, on a même prégué des émissions spéciales avec Kaba, avec Souleymane Doumbouya, avec, non, Kaba, l'imam Kaba. Oui, oui. Avec, le présentateur, je parle du présentateur. Voilà. Et en ce moment-là, Doumbouya Amadou, on a créé donc l'animation, la région musulmane. Donc, Bédié comme Houphouët, ils avaient un attachement pour Dieu, Dieu unique. Et le Dieu unique, ce sont les religions révélées, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc, ils ont tous associé à ça. Moi, je suis musulman de confession. Mais quand je vais voir le président, il y a des anecdotes, mais le président ne m'a jamais traité comme étant autre chose. Quelqu'un du Nord. Voilà, quelqu'un du Nord ou bien quelqu'un qui fait autre chose. On parle de Dieu et on parle de Dieu dans le sens de Dieu pur. Très bien. Dieu unique. Voilà. Daouda. La deuxième question. La deuxième question. Sur la diplomatie. Sur la diplomatie. Oui. Je vous ai dit aujourd'hui que le PDCI-RDA a des principes. Et on l'a hérité d'Houphouët. La Côte d'Ivoire n'est l'ennemi de personne et l'ami de tous. On en avait parlé déjà. Hein. Voilà. Donc, pour cela, tout ce qui est conflit, et le nouveau président l'a dit, on ne peut pas construire un pays en faisant vouloir développer la paix entre nous et sans tenir compte de la paix avec les autres. Donc, tout ce qui est conflit, qui se trouve autour de nous, nous avions intérêt, nous avons, et toujours nous avons intérêt à l'éteindre. Et il y a un proverbe ghanéen qui dit que quand vous avez une barbe et que vous arrivez quelque part, vous voyez qu'il y a le feu dans la barbe de votre voisin, cherchez à l'éteindre avec lui, mettez de l'eau près de la barbe. Parce que ça viendra vers vous si vous ne faites rien. Donc aujourd'hui, là, quand on a des problèmes en tout, on a intérêt même que ces problèmes se tombent, on ne doit pas les attiser. Très bien. Merci. Écoutons Daouda. J'ai deux questions, honorable Brandoumi. C'est que ça fait, vous avez utilisé qu'on appelle ça le terme incompréhension 4 fois. Oui. Le président Henri Konan Bédié. Vous êtes revenu dessus à plusieurs fois et ça a attiré mon attention. Est-ce que le fait que le président Bédié ait été incompris durant toutes ces années-là, c'est jusqu'à pratiquement à l'aube de son décès que les gens ont commencé à comprendre? Est-ce que quelque part, les cadres d'avant, avant vous jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas échoué? Première question. La deuxième question, c'est, vous savez que Bédié, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, moi je veux que vous reveniez un peu, quels étaient ses passe-temps, après la politique, son passe-temps favori? Donc les deux questions de Daouda. D'accord. Bon, les politiciens d'avant, avant nous, donc très loin de vous, ils avaient, d'abord, ils tiraient leur valeur de la tradition. Ils étaient tous pratiquement des enfants de paysans, ou instituteurs, ou infirmiers. Très peu de gens avaient des parents médecins, ou etc. Ça parlait de notre génération qu'on avait eu ça. Donc, en Afrique, les valeurs de probité, d'honnêteté, d'union, c'est des valeurs qu'on nous enseigne. Ils sont tirés de la tradition. Par les contes, par les grands-mères, par les mamans. Oui, mais en même temps, la question de Daouda a tout son sens. Est-ce que vous avez transféré ces valeurs-là? Nous, on l'a maintenant, mais on l'a à moitié, parce qu'on a été corrompus par d'autres valeurs. Non, mais il faut qu'on revienne là-dessus. Donc, on parlait tout à l'heure de la longévité du mariage du président Bédié. Mais aujourd'hui, on voit que les enfants se précipitent à se marier, se précipitent à divorcer. Parce que, quelle est cette longévité? Regardez, quand vous regardez le regard du président Bédié à son épouse, vous n'avez pas envie, vous-même vous avez envie d'être comme lui. Donc le mariage des personnes de l'époque, comme le président Bédié, le président Houphouët et vous-même aussi, perdure à cause justement des valeurs de la tradition. Absolument. C'est la tradition qui stabilise, c'est cela. D'abord, on s'est marié relativement plus jeune. Ah oui. Moi, j'ai pris mon épouse quand j'étais étudiant. Parce que l'environnement nous permettait de faire. Et on faisait du chemin avec son épouse.
Donc, à un moment donné, pour revenir à la question de Daouda, à un moment donné, il n'y a pas eu de transfert de ces valeurs. Et la société s'est vite urbanisée. Et la société s'étant urbanisée, il fallait trouver un cadre familial. Les parents ne venaient plus à la maison tôt, ils arrivaient tard, il y avait beaucoup d'agressions, la télévision, le théâtre, etc. Le théâtre a fait quoi? L'éducation même des enfants est dévolue maintenant à des nounous. Donc tout ça, si on part sur le politique, vous n'avez pas, donc vous êtes laissé envahi par tout ceci. Il faut que le politique ramène les valeurs dans l'éducation. Et c'est pourquoi on est heureux que la morale et autres viennent. Vous savez, avant, il y avait des récitations, il y avait la morale, il y avait tout ça là. Et il y avait un certain nombre de comportements que quand tu avais, on autorisait l'instituteur à te corriger. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. La deuxième question, Daouda, les passe-temps du président Bédié. Le premier passe-temps du président, il aimait le chant. Donc toujours les racines, en fait. Les racines, il allait au champ. Quand il est dans son champ, il voit c'est le président Bédié qui a fait partie des véhicultures dans la zone qui était considérée... Là, on a une image, voilà. Qui était considérée comme une zone non propice. Et il était heureux. Et quand on faisait les images, j'ai insisté pour qu'une image du président passe. Et cette image-là, images où il avait sa main comme ça, où il y a l'eau derrière, c'est dans ce sens-là qu'il a fait. Le président aimait ça. Le président aussi, chaque matin qu'il se levait, il faisait du sport. Et le président, son passe-temps, c'est de partager le repas avec les gens. Vous ne pouvez pas aller chez le président Bédié et puis il va vous laisser, à moins que vous ne voulez pas. Manger ensemble. Manger ensemble. Et ça, c'est important. Et l'autre passe-temps, il aimait quelques je vais dire, il aimait quelques paroles pour nous faire rire. Ah d'accord. Voilà. On peut avoir une petite boutade qu'il aimait raconter. Mais le président Bédié, moi j'étais allé un jour avec lui. Il était bon comédien. Oh, bon comédien. Et puis, j'y arrive le matin. Bon, c'était un jour, il ne recevait pas, c'était un mardi. Il venait me voir pour qu'on discute. Et puis, il avait une coupe de champagne. Et puis, il a dit, servez-le. J'ai dit, non, monsieur le président, c'est bon, moi je prends. Puis après, on va déjeuner pour commencer à travailler à deux. Et puis, il dit, on a encore envoyé le vin. Moi, j'ai dit, non, monsieur le président, il ne prend pas de vin. Il dit, ah bon, tu ne prends pas le vin, mais tu peux en prendre. J'ai dit, monsieur le président, moi, je suis musulman, donc je suis parti. Il dit, oh, tu sais, tu fais des musulmans là, moi, je les reçois ici. Si tu veux pas boire, tu dis. Et puis après, bon, on finit. Le président, il me donne un cure-dent pour faire chier. Après le cure-dent, et puis il me donne le cigare. Ouais, comme d'habitude. Bon, j'ai dit non, monsieur le président, moi je ne fume pas. Il dit ah bon, tu ne prends pas le champagne, tu ne prends pas le vin, j'espère que tu as de plaisir, mon fils. Très bien. C'était un homme qui aimait la vie en réalité. Ah, mais il aimait aussi le cigare. Oh, oui, j'espère que tu as de plaisir. C'est un instrument de politique. J'ai deux autres questions, mais c'est surtout sur l'organisation. C'est vrai, on a démarré les veillées aujourd'hui. Les gens vont tous se déployer à Daoukro, notamment à Pempresso. Quel est le dispositif d'accueil là-bas sur place? Et l'autre question, c'est quelle est la part de l'État dans l'organisation de ces obsèques? Parce qu'on voit qu'il y a eu le PDCI, la famille et l'État. Quelle est la part? L'implication même. À quel niveau ça se situe? Extrêmement, question importante. D'abord, le dispositif. Au palais présidentiel, ça, vous connaissez l'esplanade. Bien sûr. Et puis, on ne peut pas dire beaucoup de contenance du palais parce que c'est un lieu stratégique. On n'a même pas... Donc ça relève à la Maison Blanche. Ça relève de la compétence du protocole d'État. Ça fait partie du secret de l'État. Mais en ce qui concerne la maison du PDCI RDA, parce qu'il va y avoir une veillée, une journée le 20. Nous pensons qu'avec 1000, 2000 personnes, en tournant, partant, on peut faire des dispositifs. On regarde un peu quelques images de ce qui nous vient de la cathédrale. Maintenant, après Presso, je pense qu'on peut avoir à peu près 10 000 personnes. Ça, c'est bien. Peut-être. Pas plus. Mais comme les gens vont passer, ils ne vont pas tous s'asseoir. Il y a toute la semaine, les districts vont passer. Donc, le jour de la cérémonie, l'État, ce sera dans la main d'État. Maintenant, il y a trois volets. Il y a le volet de l'État. Oui. Ça, l'État fera le point. Après, ça, c'est entièrement pris en compte par l'État. Il y a le volet qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale prend entièrement... Il a été président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Maintenant, le volet PDCI, ça, le PDCI prend en charge. Le volet Presso et Daoukro, tout ce qui est des mouvements des districts, ça, c'est une prise en charge personnelle. Okay. Mais le jour... De la famille ou, quand vous dites personnel? Non, quand les organisations concernées. Ça, c'est les organisateurs, les structures concernées. Nous avons élevé des voix pour ça. Maintenant, tout ce qui est de l'affaire républicaine, c'est l'État qui prend en charge. Mais monsieur l'honorable Bredoué, parce que les funérailles qui vont se passer à peu près peut-être chez lui à Daoukro,
quand on sait que dans ces villes-là, le dispositif hôtelier, c'est un peu compliqué. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on va gérer pour des gens comme nous qui avons envie d'aller lui rendre un dernier hommage, même si ce n'est pas dans l'intimité familiale, au moins pour la veiller à Daoukro? Oui, quand on va veiller en Afrique, on ne dort pas. Donc, il n'y a pas de problème. Il t'envoie ça. Très bien. Très bien. Donc, tout le monde peut venir. Bon, on a besoin de se laver au moins. Non, mais se laver, ça, ce n'est pas un problème. De toute façon, une journée sans se laver pour un homme, ce n'est pas trop grave. Et pour une femme? Non, pour les femmes, on gère ça. Alors, honorable, la question, nous sommes en pays à quand on va arriver donc à Pempresso et tout ça, est-ce que le corps sera exposé? Alors, c'est la question que certains se posent. D'abord, le corps va quitter Abidjan. Et il y a tellement d'envie d'arrêter le corps qu'on risque d'arriver tard. Donc, les dispositions sont prises pour qu'il y ait moins d'arrêts possibles. Donc, moins d'arrêts possibles. On va faire un arrêt principal dans le pays, à Thié, à Baie, à couper. D'abord à Zaguié, et puis après, il y a des arrêts secondaires. Si ça coince, on va les sauter. C'est clair. Bon, parce que le corps doit arriver tôt, à 15 h à Daoukro, parce qu'il y a des cérémoniales qui vont se faire. Et le corps va être déposé chez lui dans sa résidence. Et les autres choses vont se faire dans l'esplanade HKB. Et puis après, l'esplanade, le corps ne sera pas exposé tel que fait. On n'expose pas le corps d'un chef comme on le fait. Bon, si c'était à la présidence, les gens faisaient le tout et puis après on le met là-bas. Voilà. Donc voilà comment ça se fait. Donc le dispositif, après c'est à peu près 10 000 personnes. Mais comme les gens vont passer au fur et à mesure, on va sentir ça. Et il y a une animation qui est organisée par le député Akoto, pour l'aspect traditionnel. Ça commence à être samedi, où tous les artistes vont passer pour maintenir ceux qui ne peuvent pas dormir, qui ne doivent pas dormir, en éveil. Comme nous autres. Voilà. Maintenant, il y a ça va de Boaké jusqu'à couper, même à Abidjan. Certains vont quitter Abidjan pour une journée, ils viennent. Moi, j'ai quitté Abidjan à 6 h, j'étais à Daoukro en 2h30, et puis je faisais des réunions avec le président, je revenais. Parce que le respectif hôtelier, n'oubliez pas que Daoukro, le président appelait ça son village. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de grands trucs. Le président me dit, je m'en vais au village. Quand il va à Daoukro. Donc ceux qui doivent venir doivent s'apprêter, il n'y a pas vraiment de réceptif hôtelier. En tout cas, il faudra avoir pris les dispositions avant. Pas maintenant là. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, sauf des gens qui ont dû réserver une dose pour des amis, sinon vraiment ça va être compliqué. Très bien. Daouda? Non, ça va. Là, j'ai été juste satisfait. Je pense que comme je vais y aller, je vais prendre mes dispositions pour Yam Sokoro. Oui, de toute façon, Daouda, toi, on peut te garder quelque part. De toute façon, on peut te prendre pour accompagner le président Bédié. Non, ne faites pas ça. Non, mais en fait, je viens. Ça, nous refusons. Non, je viens. Je pense que l'honorable Bradoumi, à chaque fois qu'il vient, comme je le traite comme mon grand-père, aujourd'hui, il m'a envoyé une boutade. Je prends ça au nom du président Bédié. Non, c'est le grand-père qui fait ça. Alors, dans les faits, dans la pure tradition Aïe, Baoulé, en tout cas à Caen, quand un grand chef décède, tire sa révérence, eh bien, il faut que des esclaves l'accompagnent. Nos esclaves sont connus. Alors, c'était comme ça à l'époque. C'était à l'époque. Non, mais c'est plus d'actualité. Parce qu'ils vont dire, bon, lui là, il n'est pas bien fait, on va le laisser. Alors, revenons un peu. Pendant les funérailles, il y a toujours des moments comme ça où on se permet de pouvoir irriguer un peu. J'ai une question. On connaissait quand même le rapport de l'homme avec les jeunes, les plus jeunes et autres. Quelle est la place pour les jeunes afin que ceux-là puissent le célébrer? Mais également les femmes. Lors de ces obsèques-là. D'abord, chez nous, la place des jeunes quand vous et des allez femmes. regarder, les obsèques en pays à Caen, c'est d'abord les femmes. Exactement. Ça commence d'abord par la tenue. Vous savez que les femmes, c'est les uniformes, elles vont se bousculer. Le noir et le rouge. Voilà, le noir et le rouge, donc c'est ça. Et puis tout ce qui est danse, tout ce qui est organisation, disons, des célébrations de l'homme, c'est les femmes qui sont en tête. Absolument. Hier, pour ceux qui comprennent, on a beaucoup pleuré parce que les femmes, quand elles sont passées, il y avait des chansonniers, etc. Bon, ça fait déjà rappel l'histoire. C'est un peu près comme des griottes. Voilà, donc ça, c'est les femmes. Les femmes aussi, c'est elles qui gèrent, pas forcément la cuisine, c'est elles qui gèrent tout ce qui est dispositif protocolaire. Absolument. Contrairement à ce qu'on pense. Bon? Ah oui, les reines mères, les trucs comme ça, on ne vient pas comme ça. Si vous n'êtes pas dans le protocole, c'est les femmes qui vont vous dire voilà comment il faut faire. Donc elles vont gérer le côté traditionnel. Hein. Elles vont gérer ça. Donc les femmes vont danser la Dianou pour désorganiser la chose. Donc les femmes sont les maîtresses des funérailles. Elles vont faire quoi? Danser la Dianou pour Désorganiser. Pour nettoyer
tout ce qui est mauvais esprit. Chasser les mauvais esprits. Est-ce qu'il y a besoin de le faire oui, dans la Oui, pure parce tradition qu'on à Caen. on veut que les obsèques se passent sans heurts, sans Exactement. choses. Il faut faire appel. Quand on donne le djinn pour verser à terre, c'est pour demander aux man. Mais aussi tout ce qui est Suspect. Disons, fétiche ou autre, même si le président n'est pas un fétichiste, il n'aimait pas trop ça, mais il ne peut pas s'empêcher, ça fait Il partie. n'aimait pas ça ou il n'aimait pas trop ça? Non, il n'aimait pas trop ce qui est fétiche. Mais honorable, aujourd'hui, il y a une petite anecdote. Hein. C'est la veille à la cathédrale du président Bédié. C'est ce qu'on appelait un Zouéba. Vous n'êtes pas encore sorti. Il pleut dehors actuellement. Oui, mais ça, c'est un souci que nous avons. Pourquoi? Le Zouéba? Oui, ça veut dire que tout le long, il va pleuvoir. C'est un souci que j'avais. Vous voyez, quand on avait souvent, on parle du Zouéba, il dit qu'il est né un jour où il pleuvait, lui Bédié. Bon, et quand son grand frère est décédé, Marcelin, on a tout fait. Et quand on devait aller à l'église, le président a quitté son domicile à Daoukour pour aller après Pesso. Dès qu'il a été annoncé, toutes les bases sont parties. Le vent, la pluie, etc., etc. Donc ça, je pense que, comme j'ai été proche de lui, je vais demander, il n'est qu'à nous laisser qu'on a fini. Mais est-ce que vous êtes parti voir les Sénoufos au moins, pour qu'ils attrapent la pluie? On ne sait jamais. oui, j'ai une question qui est vraiment un challenge. On l'appelle Sphinx de Daoukour. Quel est le sens? Et puis, qui lui a donné ce nom-là, finalement, ce surnom-là? Franchement, les gens me posent souvent cette question. Je n'ai pas trop de recul pour ça. Mais je crois que ça a été, vous savez, dans la vie, comme je dis, on l'appelait l'empereur à Dabou. Souvent, vos comportements, nous, on l'appelle Zouéba. C'est parce qu'il a écrit un livre et il a dit dedans qu'il traversait le Zouéba pour aller faire à l'école. Et puis, chaque fois qu'il y a un événement, il pleut. Donc, on a mis Zouéba. Donc, là, il parlait du Sphinx. Le Sphinx, c'est quelqu'un qui renaît. Non, ça c'est le phénix. Le Sphinx, en fait, c'était le gardien, un oiseau gardien du temple. Dans la mythologie grecque. Une tête de chat, je crois. Le thème Sphinx, moi, j'ai dit justement que le président, moi, on n'a pas trop dit, mais celui-là, ça dépend de sa statue. Donc, quand il est là, on a l'impression que tout est conservé. Voilà, tout est conservé. C'est-à-dire, quand vous allez voir le président Bédié, vous avez l'assurance que tout est conservé, que vous n'avez. Chaque fois que je sortais de Daoukour pour venir, je suis réconforté, je dis, le PDC, ça va avancer. Mais, alors, pardon, très rapidement. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui a attiré mon attention, c'est que vous avez dit, chaque jour, le président Bédié dépensait 5 millions. Quand on l'étale sur le mois, ça fait beaucoup d'argent. Sur l'année aussi. Sur l'année, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a Tidiane Thiam, président du PDCI. Est-ce qu'il a les reins solides pour tenir cela? Non, quand je dis le président dépensait 5 millions, peut-être qu'il faut dépenser plus, je ne sais pas. Oui, mais bon. Mais chaque génération a son combat. Aujourd'hui, notre objectif, nous n'avons plus le père. Nous devons nous prendre en charge. Et le père nous a formés pour cela. Très bien. D'accord. Alors, pour terminer cette émission, si la Côte d'Ivoire devait retenir une valeur de l'homme, quelle serait-elle selon vous? Bédié, c'est d'abord un patriote. Il aimait foncièrement son pays. Il ne faisait pas de distinction. C'était quelqu'un qui était tolérant. Il n'aimait pas la violence. C'était un homme de paix. C'était quelqu'un qui croyait en l'avenir du pays. C'est quelqu'un qui pense que personne ne doit souffrir pendant que le pays a les moyens. Le bonheur pour tous, le progrès pour chacun. Voilà. Et ça, ce sont les valeurs que Bédié partageait. Et Bédié n'aimait pas la trahison. C'était un homme de parole. Quand on a pris la parole, on a engagé ensemble, il faut le faire. Et pour terminer, le président Bédié parlait de quelqu'un, d'un de ses anciens collaborateurs. Et un jour, j'arrive, matin, et puis on me demande une nouvelle, il dit au chargé de mission, vous retirez. Et puis il dit, Soumaïla, tu sais, ce matin, je voulais appeler un de mes collaborateurs. Et puis, j'ai appuyé le truc, j'ai lancé. Oh, c'était tel monsieur, je n'ai pas dit son nom ici. Mais si... Et puis, j'ai vite coupé. Il allait gâter notre journée, un trait comme ça. Donc, il n'aimait pas trop la trahison. C'est-à-dire, quand vous vous engagez à le président Bédié, si vous devez faire ma chose, venez le voir. Mais il ne faut pas dire qu'on n'a pas ça. Quand il s'engage, il le réalise à court, à moyen ou long terme. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu, honorable. On a eu beaucoup de plaisir à parler avec vous et surtout à apprendre de vous. Ouais. Et surtout, mais je ne vous accompagnerai pas. Non, Daouda nous accompagnera. D'abord, il ne bouge même pas, il reste à Abidjan ici. Non, je ne vais plus au funérailles d'ailleurs. je vais vous l'amener. Merci d'être venu. Merci aux Ivoiriens qui donc, ont réagi sur la plateforme.
Et tout le monde s'accorde à dire que le président Bédié était un homme de paix. De notre petite expérience, ce que personnellement, moi, je retiendrai de l'homme, c'est sa capacité à pouvoir gérer sa famille et à faire en sorte que ce soit une famille qui, voilà, la durée, la vie pérenne de son couple, quelles que soient les péripéties, les difficultés de la vie, il a pu garder donc son couple et ça, c'est ce que personnellement, on retient pour notre jeune vie. Merci en tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Barry, merci. Merci Christelle. Herman, Marius, Daouda. Merci à notre beaucoup. invité. Merci pour l'hommage au président Bédié. Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako à vous. Demain encore, on sera avec vous. Et demain et après-demain, jusqu'à la fin des obsèques, Live TV est au cœur de ce dispositif. Merci. Bonsoir.